Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous nous excusons pour le retard parce qu'il est considérable, mais en fait, c'est parce que on était à une conférence de presse par rapport à une nouvelle coalition qui a été créée. J'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure, mais on va commencer comme d'habitude par des sujets d'ordre général avant d'arriver au plat de résistance. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous êtes sur la chaîne de la vérité. On dit à partir de maintenant, c'est comme ça qu'on appelle notre chaîne, la chaîne de la vérité. Et nous allons vous parler des problèmes des Ivoiriens, mais surtout des solutions pourvu que les pouvoirs publics soient sensibles à nos propositions. On ne veut que les aider à prendre les meilleures décisions pour les citoyens. Voilà. Donc, nous allons commencer. On demande à ceux qui nous suivent sur Facebook de mettre des cœurs. Parce que quand je suis lancée, je n'ai pas le temps de m'arrêter. Vous demander de mettre les cœurs. Partager le direct. D'ailleurs, depuis les différents bugs qu'on a connus ces derniers temps, j'ai des problèmes avec ma page. Le compte que je prenais pour administrer ma page a été bloqué. J'ai créé un autre compte, il a été bloqué. Donc, j'ai quelques difficultés avec Facebook. Si vous ne partagez pas, il se pourrait qu'après, on soit interrompu. Dans tous les cas, c'est pas bien grave, on enregistre et puis après, on balance aussi. Donc, on va commencer. Sur les questions de sécurité, je vous l'avais dit, nous, il y a des sujets qu'on ne va pas laisser par rapport à la sécurité des Ivoiriens. Eli Pada qui a disparu depuis le 31 décembre 2023, là. Tant qu'on ne l'aura pas vu, on va parler de ça. On va parler de ça. Où est-ce qu'il est? Ceux qui prétendent qu'il est décédé là, son corps là, il est où? Donc, tant que nous, on n'a pas vu son corps, on n'a pas vu le programme des obsèques, on va parler de ça. On est dans un pays où les gens disparaissent. Et ça, ce n'est pas normal. Lui encore, c'est parce qu'il est connu. Donc, quand on est informé d'une situation, il faut qu'on en parle. L'autre cas dont on veut parler, c'est le problème de Dogo Nyato Ange. Le 22 février, suite au Conseil national de sécurité, le chef de l'État a libéré des prisonniers militaires et politiques. Et parmi ces prisonniers-là, vous avez vu que la liste là, il y avait deux listes. Une liste de 51 personnes et puis après, en bas, il y avait une liste de 6 personnes. Sur cette liste de 6 personnes était inscrit le nom de Dogo Nyato Ange. Actuellement où je vous parle, et je vous l'avais dit mardi dernier, tant qu'il ne sera pas apparu là, nous, on va parler de ça. Ses parents ne l'ont pas encore vu. Celui qu'on dit qu'on a libéré là, il est où? C'est un problème. C'est un problème et c'est un problème très sérieux qui met ses parents dans l'angoisse. Son enfant en prison depuis 2020 pour des raisons politiques. On ne l'a pas jugé tout ce temps et on l'a trimballé de la Maca dans des camps, ce qui n'est pas dans les procédures légales. Et puis subitement, on te dit qu'on l'a libéré, tu ne le vois pas. Depuis le 22 février, ses parents ne l'ont pas encore vu. Nous sommes en contact avec sa maman. Ils ne l'ont pas encore vu. Il est où? Il est où? Voilà le pays dans lequel on est. Nous-mêmes, on nous menace tous les jours. Vous dites que vous l'avez libéré. On s'est plaint même qu'il ait été le seul à être libéré parce qu'ils sont 4. Il est dans le même dossier que Luku Kwame Charles. On n'a pas libéré Luku Kwame Charles. On ne sait pas où ils sont. Maïlé Brice, ils sont dans le même dossier. Lui aussi, on ne l'a pas libéré. Maintenant, celui qu'on dit qu'on a libéré, là, on ne le voit pas. Et les autres? Il y a un problème. Il y a un problème. En tout cas, arrangez-vous pour qu'il réapparaisse. Parce que je ne sais pas comment vous faites vos listes et puis vous pouvez libérer quelqu'un et puis on ne le voit pas. Nous, on veut le voir parce qu'on dit qu'on l'a libéré. Et puis pourquoi c'est lui seul on a libéré? Ça là, il faut nous éclaircir dessus. Voilà le pays dans lequel on est. On menace les gens tous les jours. Nous-mêmes là, on prend menace là, on prend pour se laver. Non, c'est pas possible.
Donc, c'est sur ces deux points que je voulais insister en matière d'insécurité. En matière de lutte sociale, aujourd'hui, on ne va pas être long parce qu'on n'a pas vite commencé. Il y a une grève des agriculteurs qui s'annonce. On vous l'avait déjà dit, cette affaire de cherté de la vie, là, c'est généralisé. Voilà, ils ont fait classement africain. Jeune Afrique dit, nous là, on est premiers en Afrique. Ça vous dit, et vous-même, vous le sentez, vous le ressentez. On dit, on est premier dans l'affaire de coût de la vie, là. On nous asphyxie à les factures, on nous asphyxie à tout. Voilà que les agriculteurs aussi souffrent parce que leurs produits ne sont pas payés à leur juste valeur. On est premier producteur de cacao, mais le cacao est mieux payé au Ghana et au Cameroun par rapport à la Côte d'Ivoire. Pendant que dans les autres pays, c'est entre 2 000 et 4 000 le kilo. Chez nous ici, premier producteur, c'est à 1 000 francs. Mais ce n'est pas ça le sujet de la grève. Hein. Le sujet de la grève est encore plus grave. Le Conseil café-cacao, qui est censé protéger les intérêts des cacaoculteurs et de ceux qui cultivent le café, il paraît que depuis un, c'est même pas il paraît, c'est un responsable syndical qui m'a dit, depuis un certain temps, c'est le conseil même qui menace les gens qui veulent payer le prix du cacao au-delà de 1 000 francs. C'est-à-dire que depuis un certain temps, vous tous, vous l'avez appris, les cours du cacao, le prix du cacao plutôt a grimpé. Et donc, sur le terrain, quand on annonce 1 000 francs là, il y a des gens même, on leur donne 600. Mais il paraît qu'actuellement, sur le terrain, on paye le cacao entre 1 200 et 1 400, ce qui n'est rien par rapport à ce qui se passe au Ghana et au Cameroun. Et maintenant, c'est le conseil café-cacao qui menace ceux qui payent au-delà de 1 000 francs. Là. En tout cas, c'est ce que les syndicats m'ont dit. Et c'est par rapport à ça qu'ils ont décrété une grève pour le 28 mars, le jeudi, à partir du jeudi 28 mars. Si c'est possible, le mardi prochain, l'un d'entre eux sera avec nous ici. Il va mieux vous expliquer les choses. Mais ce qu'on va retenir, c'est que le syndicat national des agriculteurs pour le progrès de Côte d'Ivoire et le Conseil des syndicats agricoles organisent tous les deux une grève à partir du 28 mars pour dénoncer les agissements du Conseil café-cacao. Ils vont même jusqu'à demander la démission du directeur général. Donc, vraiment, c'est l'information qu'on voulait partager avec vous. On va entrer maintenant dans notre sujet d'actualité. Parce qu'actuellement, où je suis en train de vous parler, là, ils sont en train de casser à Marcory, à Lyodan. Ils ont commencé samedi. Ils sont en train de casser là-bas. Affaire de déguerpissement, là, ce n'est pas un petit sujet. Hein. Vous savez, en Côte d'Ivoire, ici, là, si tu as un terrain qui est bien situé, si tu as un terrain qui est bien placé et que ça plaît à ceux qui ont le pouvoir, tu es foutu. Il y a des gens qui viennent nous voir pour dire qu'on les a expropriés arbitrairement. Et ce n'est pas Abidjan seulement, hein. Il y a Yamoussoukro, tout ça là. Mais quand tu dis à la personne de témoigner, la personne a peur. Donc, les expropriations en catimini se font. Maintenant, là, c'est à visage découvert par rapport à des sites qui ont été répertoriés. Et ces sites-là ont été annoncés le 22 février 2024. Mais avant ça, depuis le 4 janvier, les casses ont commencé. Et même avant le 4 janvier, depuis 2014, dans le cadre du plan Orsec, les casses avaient déjà commencé, sans indemnisation. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de poursuivre. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que nous avons un problème avec le respect des textes. C'est ça qui est le problème.
Le gouvernement a le droit d'avoir sa politique d'aménagement urbain. Le gouvernement a le droit de faire son développement urbain. Et il y a même un plan d'urbanisme qui existe. Ce plan d'urbanisme-là, normalement même, le gouvernement devait veiller à ce qu'il soit respecté. Et si le plan d'urbanisme était respecté, aujourd'hui, on n'aurait pas eu de quartiers précaires. Malheureusement, on a des quartiers précaires. Et certains sont situés dans des zones à risque. Je dis bien certains parce que c'est important de préciser que tous ces quartiers qui sont visés, toutes les listes que vous avez vues là, ce n'est pas tous les quartiers qui sont précaires. Parce que quand on dit qu'un quartier est précaire, là, ça veut dire que les maisons sont construites dans des matériaux précaires. Des maisons en bois, il y a des maisons même on construit avec plastique. Tout ça là, c'est ça qu'on appelle des maisons en matériaux précaires. Alors, il se trouve que dans ces quartiers-là, il y a beaucoup qui ont construit en dur. La précarité d'un quartier aussi se définit par rapport à son niveau de viabilisation. Ça veut dire quoi? Un quartier où toutes les voiries ne sont pas bien tracées, où tous les réseaux divers n'existent pas, ça aussi, c'est un quartier précaire. Et c'est pour ça qu'il y a des politiques de restructuration de certains quartiers où on envoie la viabilisation. Mais aujourd'hui, là, il ne s'agit pas de faire un cours d'urbanisme. Je voulais juste vous expliquer que quand on dit quartier précaire, là, c'est par rapport à quoi on dit quartier précaire. Voilà. C'est par rapport aux matériaux de construction, c'est par rapport au niveau de viabilisation, ça peut être aussi par rapport à la précarité du site du point de vue environnemental. Si tout autour du site ou à l'intérieur du site, il y a des dangers liés à la nature, on peut aussi qualifier de ça. Mais le problème que nous dénonçons là, c'est la communication entre les personnes à déguerpir et les pouvoirs publics. Vous décidez, et ça là, on va le répéter autant que possible. Vous décidez qu'il y a des quartiers qu'il faut déguerpir. Ok, c'est votre droit. Mais ce que nous demandons, c'est qu'en principe, comme vous voulez le développement et que le développement est fait pour l'homme, on ne peut pas mener d'opérations prétendument de développement sans tenir compte de la préservation du niveau de vie des populations qui sont concernées par cette opération. Et c'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. Les normes, quand on veut déplacer là, on fait comment? C'est de ça que nous parlons. Et comme depuis 2024, les normes sont violées, aujourd'hui, on a créé une coalition. La coalition des victimes et des menacés de déguerpissement de Côte d'Ivoire, pour rassembler tous ceux qui ont le même problème et lutter ensemble parce que nos autorités n'écoutent pas les populations. Normalement, là, quand tu écris à une autorité administrative, elle doit te répondre. Chez nous, ici, là, s'ils veulent y répondre, s'ils veulent y répondre pas. Ça, c'est un problème. Donc, quand les gens n'ont pas d'informations et qu'ils se sentent menacés, parfois, ça les emmène à manifester. Sinon, on ne manifeste pas pour le plaisir de manifester. Donc, tous ceux qui ont été victimes de déguerpissement abusif depuis 2014, tous ceux qui sont actuellement menacés de déguerpissement ont décidé de se mettre ensemble pour lutter pour leurs droits. Donc, l'objectif de cette coalition, c'est de faire en sorte que les victimes puissent entrer dans leurs droits, les menacés de déguerpissement puissent être traités également selon le droit et que tous ceux qui ne sont pas encore concernés soient sensibilisés pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions pour ne pas être victimes de ces déguerpissements abusifs. Donc nous espérons que nous serons écoutés des autorités. Tout ce que nous voulons, c'est le dialogue pour trouver des solutions qui arrangent tout le monde. Des solutions qui permettent au gouvernement de faire son développement sans détruire des vies humaines, sans détruire des familles, sans détruire des scolarités, sans détruire des commerces. Et justement, il est important de préciser qu'il y a plusieurs catégories de quartiers concernés. Parmi les quartiers, là, il y a des villages.
Il y a des villages où des chefs ont leur arrêté. C'est pas Pichéric Balé qui dit que c'est village. C'est l'administration ivoirienne elle-même qui a pris un décret pour reconnaître que ce sont des villages, qui donnent des arrêtés de nomination des chefs de ces villages. Mais attendez, on est africain après tout, non? Quand on arrive dans un village, là, on fait comment? On va chez le chef du village, on explique pourquoi on est venu. Si c'est nécessaire, le chef réunit sa population, il informe. Mais comment, en ce 21e siècle-là, on peut aller détruire un village comme Banco 1, que les gens d'Atekoubé appellent Agban-Atier? Comment on peut aller détruire un village sans parler avec les chefs? Comment on peut aller détruire un village communal sans parler avec le maire? Comment on peut aller détruire un quartier sans s'accorder avec le maire? Voilà ce à quoi on est confronté. Pourtant, quand c'est les campagnes, même nuitamment, ils vont dans ces villages, ils vont dans ces quartiers. Il y a un problème de considération des populations qu'on gouverne. Il y a un problème de respect des personnes qu'on gouverne. Mais au-delà de tout ça, il y a un problème de respect des textes. Et comme la répétition est pédagogique, on veut rappeler à ceux qui parlent pour parler là, que dans notre constitution, on dit que le logement doit être garanti pour tous. Et chacun selon son standing, évidemment. Le logement doit être garanti pour tous. Donc, si tu ne peux pas me mettre dans villa, que je suis dans ma cabane, quand tu veux me déplacer là, donne-moi le prix pour reconstituer ma cabane. C'est de ça qu'il s'agit. L'article 11 dit que non seulement le logement est garanti pour tous, mais avant de prendre le site de quelqu'un, la parcelle de quelqu'un, il faut l'indemniser de façon juste et préalable. Ça veut dire que tu l'indemnises avant qu'il ne parte, mais de façon juste. Si sa cabane coûtait 10 millions, tu lui donnes ses 10 millions. Si sa cabane coûte 1 million, tu lui donnes ses 1 million. Ça nous permet de rebondir. Ce matin, il y a un responsable des consommateurs qui était sur une radio. Et il a dit là-bas, on lui a demandé, Pichéric Balé dit que les nouvelles mesures du gouvernement là sont insuffisantes. Et puis il répond, de toutes les façons, même si on donne 100 millions à chacun, il y aura toujours des insatisfaits. Ce qu'il a dit là, c'est grave. Non seulement ça montre qu'il est irresponsable, mais ça montre qu'il n'a pas réfléchi avant de parler. Parce qu'il est irresponsable parce qu'en sa qualité de responsable de consommateur, c'est son devoir de défendre les consommateurs. Et tout ce qu'on est en train de déguerpir là, ce sont des consommateurs. Il y a des marchés dedans, il y a tout dedans, ce sont des consommateurs. Et donc, ce monsieur dit que, comment on appelle ça, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Mais ça là, c'est même pas un tien. C'est même pas un tien. Hein. Je ne sais même pas si ça vaut dixième d'un tien là. C'est pas un tien. On est en train de parler de droit. Je disais tout à l'heure que notre constitution parle d'indemnisation juste et préalable. C'est de ça qu'on parle. On n'a pas dit de donner 100 millions à tout le monde. Ce n'est pas l'aumône qu'on demande. C'est le respect des droits. Ce n'est pas la charité aussi on demande. On dit, même si ma maison là c'est 50 000 là, tu me donnes 50 000, tu ne me chasses pas comme ça. Si c'est 100 millions aussi, tu me donnes 100 millions. On n'a pas dit de définir un montant uniforme à distribuer à tout le monde. C'est dans montant uniforme là même, il y a injustice là. C'est de ça qu'on est en train de parler. Donc quand on ne comprend pas un sujet, ou bien quand on ne comprend pas un problème, on n'est pas obligé de parler de ça. On n'est pas obligé de parler de ça. Nous, on n'a pas dit de donner 100 millions à tout le monde. On dit 1 million, on dit on va donner à tout le monde. 250 000, on dit on va donner à tout le monde là. Ça répond à quoi? Parce que la situation de chacun est particulière. Moi, mon bien que vous avez détruit là, c'est 1 million. Mais pour l'autre là, c'est 100 millions. C'est de ça qu'on est en train de parler. On dit indemnisation juste et préalable. Donc, quand on est un responsable et qu'on est censé défendre les consommateurs, quand on parle en public, il faut faire attention à ce qu'on dit. Je ne cite pas la personne, pas parce que j'ai peur, mais parce que ce n'est pas un problème de personne. Ce qu'il dit là, il y en a qui pensent comme ça.
Hier, j'étais à la radio, là. Il y en a qui ont appelé. Vous dites non, ce que le gouvernement fait, c'est bien. Hein? Les gens aiment trop se plaindre, ils politisent. Ça n'a rien à voir. La volonté du gouvernement n'est pas mauvaise, mais l'exécution de cette volonté est mauvaise parce qu'elle détruit des vies, elle détruit des scolarités, elle détruit des activités, elle détruit des emplois, elle détruit des commerces. Ce n'est pas ces promesses-là qui ont été faites aux populations quand vous faisiez campagne. Vous venez faire le contraire et puis il ne faut pas en parler. Il y a un problème. Et même quand on pense qu'on est bien là, il faut savoir comment on se met à la place des autres. Vous voyez ce qui est en train de se passer là? C'est un désastre humanitaire. Et malheureusement, il est programmé. Et il est programmé par qui? Par l'État lui-même. Donc, l'État n'a pas assuré sa responsabilité de protection des droits et des libertés des citoyens. Là, il s'agit des droits des citoyens. Donc, de grâce, si vous êtes insensible à la souffrance de toutes ces populations qui sont en train d'être détruites, vous n'êtes pas obligé de faire des commentaires désobligeants. Tout ce qu'on demande, c'est l'application du droit, ce n'est pas la charité. Tout à l'heure, nous allons faire un focus spécial pour réagir sur chacune des mesures. Parce que si on en parle ici, là, ça va se noyer. C'est vrai, on en a parlé à la télé, mais on va revenir dessus en ajoutant encore d'autres choses. Donc, tout à l'heure, on va faire un focus spécialement pour réagir sur chacune de ces mesures et dire au gouvernement que ce n'est pas seulement en période de campagne qu'on communique avec les gens. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans vos bureaux et puis décider de mesures et puis vous n'avez pas honte. C'est vous-même qui venez dire c'est des mesures fortes. Aïe. Nous, on ne sait pas réfléchir, quoi. C'est vous qui allez nous dire que c'est des mesures fortes alors que ce sont de mauvaises mesures, très mal pensées. Parce que vous êtes assis dans vos bureaux, vous n'avez pas appelé la population qui sont destinataires de ces mesures-là pour discuter avec elles, trouver le juste milieu, trouver ce qui arrange tout le monde. Et vous appelez ça gouverner. Il y a un problème. On dit on a déguerpi des gens, ça nous fait mal, on parle, on marche, vous nous prenez, vous nous mettez en prison. Et des responsables de l'administration qui n'ont pas honte de mentir à la télé. Vous venez à la télé, vous dites que non, les gens ont été indemnisés. Qui a été indemnisé? Qui a été indemnisé? J'invite tous ceux qui le peuvent à aller lire le texte de notre conférence que nous avons faite aujourd'hui. On a donné les chiffres. Qui a été indemnisé? Ceux qui ont été indemnisés, c'est ceux qui ont été recensés dans le cadre du quatrième point. Et là encore, malgré la procédure qui a semblé être respectée, il y a encore 5% des victimes du quatrième pont qui ne sont pas encore indemnisées. Et le projet est fini, on a commencé à l'utiliser, le mettre en service. Il y a un Libanais qui a témoigné, son truc est sur Opéra News là-bas. On a cassé ces 2 bâtiments, on n'a pas remboursé jusqu'aujourd'hui. On a été roulé sur 3e pont. Il y a des gens à qui on a promis des terrains sur 4e pont là. Hein? On ne leur a pas encore donné. Vous n'avez pas indemnisé tout le monde sur le 4e pont. Et sur le 4e pont, il y a 2 parties. Il y a les 7 hectares qui concernaient le pont. C'est là-bas que 95% des populations ont été indemnisées. Mais il y a 12 hectares où il n'y a pas eu de recensement, où il y a eu déguerpissement abusif. Donc, ne généralisez pas les choses. Il faut dire la vérité. Dites que certains ont été indemnisés. Et certains, là, ce n'est même pas 10% de tous les déguerpis réunis. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, vous prétendez que vous avez indemnisé les gens. Pourquoi vous avez défini les mesures? Si c'était vrai. Si c'était vrai, d'où viennent ces mesures? Ça veut dire que c'est faux. Et c'est parce que c'est faux que vous avez défini ces mesures. Vous avez défini ces mesures et ce sont des mauvaises mesures parce que ça ne sert à rien. On va en parler tout à l'heure. Vous avez vu qu'on construit une maison à 1 million d'habitants ici, là. Vous allez nous dire, c'est quoi? Vous êtes méchants. Franchement, vous êtes méchants. Ça là,
Si vous étiez au village, là, vous aviez fini à la sorcellerie. Aïe! Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Il y a des gens même là que les forces de l'ordre ont frappé cadeau. Aujourd'hui, là, il y a un jeune qui a été frappé pour rien comme ça à Gesco. Hein. Il ne peut plus tenir sur ses jambes. Il va peut-être mourir. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème sérieux. En tout cas, nous, en tant que société civile, ce qu'on peut conseiller, vous qui parlez à le président de la République, là, ce qu'on peut conseiller, ce n'est pas de prescrire que l'opération se passe avec humanisme et solidarité. D'ailleurs, on ne comprenne pas ça. D'ailleurs, il continue. Le chef de l'État doit prendre une décision ferme pour mettre fin à ce carnage. Une fois qu'on a mis fin à ça, on fait le point des victimes, on travaille sur les réparations, l'indemnisation de ces victimes, et puis après, on essaie de voir comment on poursuit l'opération dans le respect des normes. On le répète, vouloir débarrasser Abidjan des quartiers précaires, ce n'est pas mauvais, mais il faut le faire dans le respect des textes. Parce que ce gouvernement-là a un problème avec les textes, c'est incroyable. C'est incroyable. Toujours on se plaint des mêmes choses sur tous les plans. Comment faire en sorte qu'on respecte les textes? On a un problème avec ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous là, on ne va jamais se fatiguer de parler. Si vous écoutez, gloire à Dieu. Si vous n'écoutez pas, ce que vous faites là, on va venir s'asseoir pour parler de ça. Si c'est ce que vous aimez, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on aime ça. Voilà. Donc, vraiment, Yako, et on veut insister sur le cas des commerçants. Allez relire toutes ces mesures-là. Vous allez venir me dire si on a parlé des commerçants. On va revenir dessus, sur le focus, mais je veux insister dessus. Les gens qui sont déguerpis là, il n'y a pas que les logements, il n'y a pas que les écoles, il y a aussi des commerçants. Il y a des gens même là, c'est leur activité principale. La dernière fois, je suis allée à Lyodan, il y a une jeune étudiante qui n'a pas eu de travail, qui fabrique son kabakrou, elle vend ça. Elle a sa petite unité de fabrication de kabakrou. Elle vit de ça, elle emploie des gens. Donc, quand on vient casser comme ça sans dédommagement, on la met à la rue. On met aussi ses employés à la rue. Elle emploie des veuves, ainsi de suite. Il y a un problème. Et pendant qu'on est en train de parler de ça, le président de la FENAXI, qui est aussi le maire d'Adjamé, hier, il paradait dans tout Adjamé à la coupe. Pendant qu'on est en train de détruire des commerçants, on a cassé le site des ferrailleurs d'Anoumambo samedi. Et on continue à Lyodan. Il aurait été logique, il aurait été normal, il aurait été responsable que le maire d'Adjamé et son bureau, en sa qualité de président de la Fédération des commerçants et des acteurs du commerce, se rendent aux côtés de ces commerçants qui sont sinistrés. Moi, je n'ai rien contre lui, hein. Ce n'est pas un problème de personne, c'est un exemple que je donne. Parce que si on ne se dit pas la vérité, là, on ne va pas trouver les vraies solutions. On dit la vérité, là, elle rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Je l'ai vu parader à la Coupe d'Afrique. J'étais choquée. Aïe, on peut faire ça. Donc vraiment, Yako à nos déguerpis, nous allons revenir sur ça dans un focus comme on l'a dit. Et aujourd'hui, on ne va pas être long. Que tous ceux qui nous ont soumis des sujets dont ils n'ont pas entendu parler, nous en excusent. C'est simplement parce qu'on a eu des problèmes avec notre compte. D'abord, on n'a pas pu voir tous les messages. Mais ensuite, comme on a commencé tard, on ne veut pas être long. Voilà. Donc, on va terminer avec nos annonces. La première annonce, c'est le sondage. Vous savez, on est en train de parler de tout ça, mais en même temps, 2025 arrive à grands pas. Est-ce que les conditions de la paix sont réunies en Côte d'Ivoire, de la paix en 2025 sont réunies? Donc, ACI, en collaboration avec l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme,
a décidé de faire un sondage dans lequel on demande à chacun de se prononcer sur les conditions de la paix. Les résultats de cette étude vont nous permettre de faire des propositions dans le sens de la paix. Donc, nous voulons vraiment sensibiliser toutes les personnes morales. Je dis bien personnes morales. Toutes les personnes morales. Voilà. Ce n'est pas un référendum, c'est un sondage. On a ciblé les structures. Donc, les partis politiques, les ONG, les coopératives, les syndicats, même les mutuelles de village. Pourvu que vous soyez une association, c'est de vous qu'il s'agit. Donc, vous avez envoyé votre mail, l'adresse mail de votre association. Je n'ai pas dit le mail personnel du président. Je n'ai pas dit le mail personnel du secrétaire général. L'adresse mail de votre association. Si ça n'existe pas là, allez sur Google, créez ça. Voilà. Et puis, vous nous envoyez. On va vous envoyer le lien du sondage afin que vous puissiez répondre aux questions. C'est très important. Il y a plusieurs manières de militer pour le bien-être de notre pays, pour l'avenir de notre pays, pour la sécurité de nos enfants demain. Là. Quand on parle de paix, là, ne pensez pas que c'est une affaire d'un groupe d'individus. Donc vraiment, on veut demander à toutes les personnes morales de noter le 07 89 08 62 79 07 89 08 62 79. Vous envoyez sur WhatsApp le mail de votre organisation et nous allons vous envoyer le lien pour que vous puissiez participer à ce sondage. Ensuite, tous ceux qui apprécient le travail que nous faisons, qui veulent être membres de ACI, il y a un seul numéro, le 07 48 2 x 59 67. C'est lui qui va vous donner les conditions. Et chez lui aussi, on paye les droits d'adhésion. De grâce, envoyez un message d'abord. Voilà. Parce que si tout le monde veut appeler, vous voyez ce que ça fait. Envoyez un message, il vous donnera toutes les conditions. Donc, on remercie vraiment tous ceux qui nous font confiance parce que chaque semaine, nous enregistrons des adhésions et nous sommes heureux de voir qu'il y en a qui comprennent ce que nous faisons, qui adhèrent. Voilà. Il y a aussi l'implantation. Là, je m'adresse aux membres de ACI. On a créé des bases. Il faut que ces bases bougent. On a dit on est en train de préparer les législatives. Mais si vous ne bougez pas, il y a des bases qui tiennent des réunions. Il y en a qui n'ont jamais tenu de réunion. On ne veut pas des chiffres pour la forme. Donc, mettez-vous au travail parce qu'il s'agit de notre contribution à la restauration de la démocratie dans notre pays. Quand il dit restauration, là, c'est restauration. Voyez, nos députés, là, on ne sait pas quel travail ils font et puis on nous maltraite, ils ne disent rien, là. Si on est nombreux à l'Assemblée nationale qui pourront parler, les choses vont changer. Donc, nous, on veut motiver les membres de la société civile à s'impliquer dans la députation afin de représenter le peuple. Parce que ici, là, on représente déjà le peuple, mais sans poste parlementaire, c'est tout. C'est la seule différence. Donc, on veut avoir des membres là-bas. On ne parle pas de ceux qui prennent leur victoire pour aller vendre après là. Non, non. On ne parle pas des prostituées politiques. On est en train de parler des gens qui ont vraiment à cœur le bien-être du peuple, l'avancement de notre pays, la restauration de la démocratie, qui veulent y contribuer. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Donc vraiment, que Dieu bénisse aussi tous ceux qui nous soutiennent. On vous l'a déjà dit, la lutte n'est pas facile. On n'a pas de travail, on se déplace pour travailler. Tous les focus que vous voyez là, on se promène pour travailler. Il y en a qui payent notre transport, il y a d'autres qui disent qu'ils n'ont pas l'argent. S'ils n'ont pas l'argent là, c'est pas pour ça aussi on ne va pas travailler. Donc on a besoin d'appui. On a besoin d'appui technique, on a besoin d'appui financier, on a besoin d'appui matériel. Si vous voulez avoir une idée de tous nos besoins, vous pouvez appeler aussi le 05 46 78 55 19. Vous aurez tous les éléments. Que Dieu bénisse ceux qui nous aident, que Dieu bénisse ceux qui veulent nous aider et on est à mardi prochain. Donc, c'était Pulchérie Ballet sur la chaîne de la vérité. Que Dieu vous garde. À mardi prochain.